personnes avec qui j'ai pu parler hier et ce matin, à ce que ce forum débouche sur quelque chose de concret, de précis, de nouveau, qui puisse permettre de donner à la vigile qui se tient maintenant depuis 4 ans tout son sens et tous des débouchés nouveaux pour atteindre les buts qu'elle s'est fixés et pour assurer la meilleure radioprotection. Que ça ne soit pas un colloque qui se limite à un échange d'expériences et puis chacun retourne chez soi, mais qu'il en sorte vraiment un projet nouveau qui nous permette d'aller plus loin, une plus-value. Pour lancer, oui, est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, comme on dit parfois avant le théâtre ou le cinéma, faire attention à éteindre les GSM ou à les rendre discrets. Je vais vous donner la parole à Roland Desbordes et puis à Paul Lannoy. Le sens de leur intervention, c'est d'une part de lancer le forum sous le signe du travail citoyen par rapport à la radioprotection. Cela, Roland va l'illustrer à travers le travail de la CRIRAT, et on y reviendra cet après-midi. Et puis Paul inscrira évidemment ce forum dans l'histoire de la radioprotection en général, dont il nous tracera les rétroactes. Roland Desbordes, vous avez la parole. Merci, merci à vous tous d'être là. Merci aux organisateurs d'avoir prévu des interventions, ce colloque. Je pense qu'il est très important et symboliquement dans un lieu comme celui-ci à Genève et aussi proche de l'OMS, de ces institutions. C'est vrai que beaucoup d'entre vous, et la CRIRAT en particulier, est déjà plusieurs fois venu à Genève interpeller ces autorités. Je me souviens, 2002, c'était pour la libération de Yuri Vandalevski, qui est ici aujourd'hui, qui est en prison en ce moment-là. Ça a été une première mobilisation. Il y a eu l'encerclement de l'OMS, il y a eu différentes actions. Et je pense que c'est très très important que les citoyens se mobilisent pour que ces grandes tours d'ivoire, eh bien, on arrive à les ouvrir et qu'on arrive à faire entendre nos revendications de la société civile. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire avec nos moyens, et c'est vrai qu'il faut les mettre en commun, nos moyens. Alors c'est vrai que je voulais commencer un petit peu pour parler de l'actualité Fukushima. C'était il y a un an, un petit peu plus d'un an, et pour revenir à Tchernobyl, c'est le long parcours de la CRIRAT, c'est vrai, 26 ans maintenant que ça existe. Alors Fukushima est arrivé il y a un an, au moment où on s'apprêtait à commémorer les 25 ans de Tchernobyl. C'était aussi les 25 ans de la CRIRAT, et c'est vrai qu'on s'apprêtait à marquer cet événement en faisant notre Assemblée Générale à Paris, etc. Et puis arrive le Japon. Évidemment, tout ça est remis en cause. Et la première chose, c'est qu'on s'est retrouvé plongé, je dirais, dans une situation qu'on avait vécue, nous, les plus anciens, la CRIRAT, de 25 ans plus tôt, rechercher l'information, etc. Et entendre. Pourquoi? Parce que, comme en 86, on manque d'informations sur la réalité de la contamination. Bon, simplement, et là, on a les premiers contacts avec des amis japonais, dont certains sont présents aujourd'hui, et je les en remercie d'avoir fait le déplacement, parce que c'est pas à côté. Et donc, rechercher l'information. C'est là que des amis japonais découvrent notre démarche, nous, qu'on avait eu 25 ans plus tôt, c'est-à-dire comment avoir les outils en tant qu'association citoyen, avoir les outils qui nous permettent d'avoir accès à une information qu'on nous confisque en cas de situation accidentelle, catastrophique. Il est évident que tous les États auront à peu près toujours la même attitude, c'est-à-dire cacher la vérité aux citoyens pour ne pas prendre les mesures sanitaires de protection des populations. On l'avait vécu avec Tchernobyl et on le revoit aujourd'hui avec le Japon. Et donc les citoyens japonais ont commencé à s'intéresser à la CRIRAT, à notre démarche. Et les premiers contacts ont été d'abord de leur donner des moyens. Et les premiers moyens les plus simples, c'est le compteur GGR, c'est la première chose qu'on a fait. Alors envoyer des compteurs GGR, curieusement, dans un pays aussi développé que le Japon, qui fabrique nos appareils les plus sophistiqués, il était quasiment impossible de se procurer des compteurs GGR, c'est quand même troublant. Donc on a mis tous nos moyens, je dirais nos maigres moyens, mais c'était un outil remarquable, le compteur GGR dans ce cas-là. C'est une arme de dissuasion presque, je dirais, par rapport aux autorités, qu'on peut mettre entre les mains d'un citoyen. Et donc c'est la première chose qu'on a fait. Après, on est allé sur place, ils nous ont appelés pour aller sur place au mois de juin, mai-juin l'année dernière. Et là, quand nos 2 scientifiques du laboratoire sont allés sur place,
pilotés, guidés par nos amis japonais, c'est clair qu'ils ont été, je pourrais dire, traumatisés. Je peux le dire, oui, parce que c'était la première fois que moi j'ai vu revenir nos salariés marqués non seulement par les mesures qu'ils avaient faites, mais psychologiquement de ce qu'ils ont vu sur place, de ce que vivaient les populations sur place. Et ça, je ne l'avais jamais vu avant. C'est vrai que ça m'a beaucoup impressionné. Et aujourd'hui encore, le directeur du laboratoire d'Akirad, quand il reparle de ce séjour à Fukushima, il en a encore la gorge nouée. Parce que c'est vrai que quand on rencontre les gens, ça, sur place, qu'on a des appareils qui, eux, nous on sait ce que ça veut dire, quand un appareil dit quelque chose, et que les gens nous interpellent en disant alors, le résultat c'est quoi, mon environnement, comment il est, et on donne, évidemment, on dit la vérité, on ne peut pas la cacher, et que les gens vous remercient. Ils vous remercient, ils vous disent ben, merci. Et dans une expression qu'on a entendue plusieurs fois au Japon, c'est « j'étais dans l'obscurité, maintenant je suis dans la lumière ». Je ne savais pas si je devais partir, pas tellement pour moi, mais pour mes enfants. Maintenant, je sais ce que je dois faire. Voilà le genre d'informations clés qu'attendent les populations qui vivent dans ces zones-là. Alors, le partenariat continue avec le Japon, évidemment, et on va le renforcer encore au mois de juin prochain. On va y retourner pour cette fois, parce que nos amis japonais ont été très, très efficaces. Et là, je suis admiratif, vraiment, de la manière dont ils sont débrouillés pour acheter, trouver du matériel, se former pour des gens qui ne sont pas du tout scientifiques, apprendre à une rapidité extraordinaire, parce que quand on est motivé, je crois qu'on avance vite, hein. Et là ils étaient motivés et ils ont avancé vite pour comprendre, agir en créant des centres de mesure de la radioactivité. Voilà, bon, ça c'est côté japonais. Tout ça nous a ramené un petit peu, et là je vais faire un petit comeback de Tchernobyl, évidemment, 26 ans, 25 ans en arrière, et ce qu'on a vécu là-bas, nous, du côté de la Biélorussie, là-bas aussi on avait réussi à rentrer en contact, malgré les difficultés politiques, cette fois de ce pays, avec des citoyens, une association, l'Institut Belgrade, seul contre-pouvoir, réellement sur place, à pouvoir agir, je dirais, faire des mesures. Alors là, on était très proche de leur démarche, puisque c'était le professeur Nesterenko, c'est un scientifique, donc on était un peu sur les mêmes longueurs d'onde, et donc de l'aider, je dirais, tant qu'on a pu, hein, aujourd'hui c'est pas fini, il faut continuer à aider ces initiatives, parce que en l'absence de ces initiatives, on laisse le champ libre à la désinformation des États, évidemment, mais aussi des institutions internationales. Et il faut soutenir ces initiatives, et je suis très heureux qu'aujourd'hui, il y ait justement des gens, des représentants de ces pays qui puissent venir témoigner de ce qu'ils ont vu eux, et comme nous, on a pu les aider un petit peu à travers le chemin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand arrivé Fukushima il y a un an, c'était évidemment la surprise, personne ne l'attendait, dans le pays le plus développé industriellement du monde. On nous avait presque fait croire, et on avait presque réussi à croire que Tchernobyl c'était un accident soviétique, même pas nucléaire, hein, soviétique, le système qui voulait ça, que ça ne pourrait jamais se produire ailleurs dans un pays développé. Force est de constater que, oui, ça peut se produire aussi là-bas. Donc ça peut aussi se produire chez nous, en Europe, hein, de l'Ouest, et ça, il ne faut pas le négliger. Alors, l'Akirad a fait cette démarche en 86 de créer un laboratoire, et je crois que c'est un outil qui doit être à la disposition de tout le monde. C'est une association, loi 1901, c'est important, c'est ses adhérents qui fait la force et l'indépendance de cette association, c'est la compétence, évidemment, il faut être compétent, on ne peut pas agir si on n'a pas des compétences scientifiques, mais il faut aussi être militant, c'est pour ça que l'Akirad se mobilise aux côtés des citoyens quand il s'agit de dénoncer des pollutions, que ce soit sur les mines d'uranium, que ce soit sur l'uranium appauvri. La semaine prochaine, il va passer une émission sur l'uranium appauvri. Là aussi, ça fait partie des sujets où l'OMS a curieusement été totalement absente
de ces problèmes, alors que c'est un sujet grave qui concerne des zones étendues aussi, et il n'y a pas que les centrales nucléaires. Bon. Eh bien, la CREA donc s'est mobilisée. Alors, je ne voulais pas être très long pour pouvoir laisser la parole à d'autres personnes, mais je voudrais dire qu'on soutient évidemment les initiatives qui se sont faites ici, à Genève, de la Vigile. On a été présents, on relaie l'information. Je pense que c'est comme ça qu'on va arriver à démolir, je dirais, ce déni de l'OMS par rapport aux rayonnements ionisants. Je dis bien les rayonnements ionisants et pas seulement la radioactivité, tous les rayonnements ionisants. L'absence de l'OMS dans ces champs-là fait que le terrain est occupé par ceux qui ont les moyens et l'AIEA. Donc, il y a l'accord de 59, c'est vrai, mais il y a aussi une volonté qui ne s'est jamais manifestée de l'Organisation mondiale de la santé d'occuper un terrain, et vous savez, comme la nature a horreur du vide, eh bien, malheureusement, c'est ce terrain-là qui est occupé par d'autres, qui, et pas pour la protection des populations, c'est pas leur objectif, hein, par contre, pour sortir des rapports, comme le rapport de 2005-2006, pour les 20 ans de Tchernobyl, qui est un scandale scientifique, évidemment. Heureusement, il y a d'autres initiatives qui sont faites et qui font que les choses bougent, je crois. Le livre de Yablokov qui est ici, avec d'autres scientifiques. Il y a des livres comme celui de Marc Molitor. Il y a beaucoup de livres qui sortent aujourd'hui, de documentaires, et je sens que les choses bougent. Malheureusement, Fukushima, dans un premier temps, a réveillé tout le monde. Un an après, je suis beaucoup moins optimiste sur l'évolution que pourrait provoquer Fukushima, en tout cas en France. Il y a eu dans un premier temps des discours, plus rien ne sera comme avant. Ah, tout le monde a un peu dit ça, ah oui, ça a été le traumatisme. Et puis les lobbies, les États, les gouvernements reprennent vite le dessus pour dire bon, d'accord, il y a eu Fukushima, mais on va relancer le nucléaire, on va lancer des stress tests, on va lancer, alors en France, on ne fait même pas des stress tests, on fait des évaluations complémentaires de sûreté, on va donc bricoler nos réacteurs et on va les rendre plus sûrs qu'avant encore, donc on était plus sûr que sûr, etc. Bon, le discours reprend le dessus, et moi j'ai le sentiment, c'est qu'il faut des manifestations comme aujourd'hui, si on ne veut pas que, à nouveau, on se retrouve pris dans ces tenailles, ces pinces des lobbies qui désinforment sur les risques du nucléaire. Parce qu'on le voit, la catastrophe nucléaire est ingérable et il faut, on le constate, on aura des témoignages hein, aujourd'hui, on en a eu pour Tchernobyl, on en aura pour Fukushima, c'est ingérable pour les populations, c'est inadmissible. Les leçons de Tchernobyl, c'était pour les autorités, on peut maintenir des populations à vivre en zone contaminée. Tous les programmes européens vont dans ce sens-là. On peut maintenir, eh bien le Japon a très bien appris de Tchernobyl, c'est on peut faire vivre des populations dans des zones contaminées. Nous, en tant que citoyens, nous trouvons ça totalement scandaleux, anormal, criminel. Bon, eh bien, c'est l'occasion de le dire aujourd'hui, c'est ce que je voulais apporter comme témoignage par rapport à cette journée. Merci.